Bonjour, bienvenue sur Reno Info Maison TV, la suite logique de mon émission Votre Maison sur RMC tous les samedis. Alors, sur RMC, c'est à partir de 7h et chez nous, puisque vous êtes là, c'est à partir de 8h. Alors comme chaque semaine, nous allons traiter un certain nombre de sujets pour la rénovation, l'aménagement de votre maison. Vous allez voir, c'est très riche et on va parler en particulier de chauffage. Et donc pour l'instant, c'est le sommaire. Alors cette semaine, je vous le disais il y a quelques instants, nous allons parler de chauffage. Alors on va parler d'un chauffage original. On va se demander s'il est possible de se chauffer avec une clim. Alors évidemment avec une clim spécifique, avec une clim qu'on appelle une clim réversible. C'est pour ça que j'ai invité un pro. J'ai deux pros autour de moi. Je vais vous les présenter, mais il y en a un que vous connaissez déjà, puisque vous le voyez toutes les semaines. Alors, on va retrouver aussi nos rubriques habituelles. On va retrouver le métier. Alors, cette semaine, vous allez voir, c'est une laqueuse. Très, très intéressant, très, très beau sujet, très, très beau reportage. Vous aurez la séquence travaux. On va voir donc notre ami Olivier Valdin de Mliou, le SOS Conso avec David Rodriguez. Il est déjà dans le studio, mais derrière la caméra, c'est du mauvais côté, hein. Vous le verrez tout à l'heure. Et bien sûr, toutes vos questions que vous pouvez m'envoyer sur Facebook, que vous pouvez nous envoyer aussi sur reno-info-maison@gmail.com. Et puis, n'oubliez pas au passage de liker, comme on dit. Et puis, n'oubliez pas aussi de partager et de réagir. C'est de cette façon que se construit l'audience d'une émission sur les réseaux sociaux. Allez-y, n'hésitez pas et revenez souvent. Et puis allez revoir aussi sur YouTube. Vous pouvez aller revoir les émissions et les séquences des uns et des autres. Et pour l'instant, eh bien, c'est l'invité ou les invités aujourd'hui. Notre invité, c'est un spécialiste de la climatisation, du chauffage et de la ventilation. On va parler d'un chauffage original qui est la clim réversible. On va voir que ce n'est pas seulement un complément de la climatisation de rafraîchissement. Alors pour en parler, nous avons invité, alors je vais dire un vrai pro parce qu'il s'adresse normalement qu'aux pros. Alors c'est Yannick Merlet. Bonjour, bonjour Yannick. Bonjour Christian. Vous êtes directeur général de l'entreprise Clim Plus. Alors Clim Plus, c'est quoi? C'est un réseau national d'agences pour les pros? C'est complètement ça. Laquelle enseigne appartient à un grand groupe de distribution français. Je ne sais pas si on peut le citer. Ah, mais on peut le citer. Ça s'appelle Saint-Gobain. Ça s'appelle Saint-Gobain. Voilà. Saint-Gobain qui fait tout, quoi. Non, tout non, mais bon, il fait pas mal de choses. Il fait pas mal de choses. Donc oui. Alors vous avez évidemment une longue expérience de la climatisation. Oui. Et vous allez pouvoir nous parler finalement aussi en toute indépendance, puisque vous ne représentez pas une marque, vous distribuez pratiquement toutes les marques? Non, pas toutes, presque. On va dire 90% des marques significatives sur le marché français. Alors on va déjà planter le décor. Nous avons une vidéo intéressante, une vidéo 3D, qui est aussi une vidéo d'une marque, on peut la citer, là, c'est Atlantique, puisqu'ils ont eu la gentillesse de nous prêter cette vidéo. C'est une vidéo didactique. Je pense qu'à travers ça, déjà, vous allez avoir une meilleure idée de ce que peut être la climatisation réversible. Et donc, c'est la vidéo. Bonjour Atlantique, je cherche une solution qui me réchaufferait quand il fait froid et me rafraîchirait lorsqu'il fait chaud. Vous pouvez m'aider à trouver la bonne température? Bonjour Célia, ça tombe bien, j'ai des nouvelles fraîches pour vous. Chez Atlantique, nous avons exactement la solution qu'il vous faut. Toute une gamme de climatiseurs réversibles. Utilisable toute l'année, ils présentent de nombreux avantages pour vous. Le confort en toute saison et à tout moment de la journée, la possibilité de rafraîchir et chauffer une seule ou plusieurs pièces, de considérables économies d'énergie. Mais suivez-moi, je vais vous en dire plus. Nos climatiseurs réversibles vous rafraîchissent en été, mais sont aussi de véritables systèmes de chauffage performants en hiver. De plus, leur faible niveau sonore
et leur rapidité à atteindre la température désirée vous assurent un confort thermique optimal à tout moment. Vous souhaitez équiper seulement une pièce ? Il suffit alors d'installer une unité extérieure ainsi qu'une unité intérieure et le tour est joué. Mais si vous voulez équiper plusieurs pièces, comme votre salon et les chambres, nous avons plusieurs solutions à vous proposer qui s'adapteront au mieux à votre logement selon vos besoins. Vous pourrez même obtenir des températures différentes et d'une extrême précision grâce au système Zone Control, 22 degrés dans le salon et 19 degrés dans votre chambre par exemple. De plus, ce système vous permet de bénéficier de la prime C2E. Et pour que votre confort soit total, nos climatiseurs réversibles sont optimisés pour vous faire réaliser de vraies économies d'énergie. La possibilité de programmer des heures de fonctionnement ou le capteur de détection de présence sont des fonctions très appréciables de certains de nos modèles. Enfin, quelle que soit la solution que vous choisirez, n'oubliez pas qu'un appareil posé par un professionnel, c'est l'assurance d'une solution personnalisée, d'une installation sécurisée et de votre tranquillité d'esprit. Merci Atlantique, je sens que le climat va se tempérer à la maison. Alors, Yannick, à vous la parole. Moi, ma première question, elle est, est-ce que ça, c'est pas un peu quand même quelque part du marketing? Est-ce qu'on peut véritablement se chauffer comme avec un autre système de chauffage avec une clim réversible? Vous avez encore des doutes? Oui, je réponds. Ouais. Ma réponse est très claire. Non seulement on peut, mais c'est pour moi le meilleur système de chauffage. Oui. Pourquoi? Absolument. Allez, on va l'aborder sous 3 aspects. Oui. Peut-être le premier sous l'aspect écologique. Hein. On ne rejette pas de fumée. On fonctionne avec de l'électricité. Donc, nonobstant que les centrales nucléaires soient de l'énergie propre, verte. Oui, ça peut se discuter, ça, mais bon. Oui, mais bon, quand même, l'électricité reste quand même une énergie non polluante. Oui. C'est pas une énergie fossile. Donc, tous les appareils de climatisation à détente directe fonctionnent à l'électricité. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, je pense que on utilise une énergie responsable, entre guillemets. Oui. Alors, rappelons le système. Une clim, il y a une unité extérieure. Oui. Avec un système de compression. Alors, Et puis après, on a une unité de distribution qu'on appelle souvent, lorsqu'on est en console, qu'on appelle un split, c'est ça? alors on fonctionne avec une unité extérieure et une ou plusieurs unités intérieures, suivant que l'on soit monosplit ou multisplit. Alors, monosplit, c'est quand je veux traiter une pièce. Multisplit, quand je veux traiter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... D'accord. Mais on a quand même toujours ce gros caisson à l'extérieur qui est sur le balcon, voire en façade. Voilà, parce qu'il faut bien échanger. Ouais, bah oui, mais il faut bien échanger. Hein. Mais pourquoi on ne le met pas à l'intérieur? Il y a des systèmes qui le permettent. Vous allez échanger à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous pompez une certaine température et que vous voulez la chauffer, vous allez recycler. Et donc, vous n'allez pas réussir à échanger, à repomper des calories. Donc, il faut bien qu'une partie soit à l'extérieur, enfin qu'on pompe de l'air à l'extérieur pour pouvoir la remettre à l'intérieur, soit en chaud, soit en froid. Mais il y a des monoblocs qui peuvent être à l'intérieur. Oui, ça existe. Je sens que vous êtes enthousiaste. Ah, complètement. Je vous déconseille fortement d'en mettre dans votre chambre parce que vous aurez quelques problèmes pour dormir la nuit. Oui, c'est ça fait du bruit. C'est le bruit, quoi. Alors le principe, c'est, rappelons-le, c'est une pompe à chaleur. Hein. Oui. C'est une pompe à chaleur qui donc va puiser les calories. Alors soit il les puise à l'intérieur, il les rejette à l'extérieur. Ça, c'est la réfrigération. Oui. Enfin, la climatisation. La climatisation, le rafraîchissement. Soit il les puise donc à l'extérieur, à l'intérieur. Et là, ça nous fait du chauffage. Voilà. Suivant que vous vouliez faire du froid ou du chaud, le gaz entre l'unité intérieure et l'unité extérieure va circuler dans un certain sens. D'accord. Voilà. Si vous voulez du chaud, c'est dans ce sens-là, et du froid dans l'autre sens. Et ça marche aussi bien, une même machine marche aussi bien dans un sens et dans l'autre. Absolument. Alors pourquoi elles ne sont pas toutes réversibles, les clims? Aujourd'hui? Oui, elles sont toutes réversibles. Bien sûr. Ah d'accord. Je croyais qu'il y avait des clims réversibles et puis des clims uniquement de rafraîchissement. Il a existé à une époque ce qu'on appelait des froisseuls, mais c'était purement marketing. J'avais besoin d'un prix, donc j'achetais un climatiseur. Aujourd'hui, quand vous achetez une clim, vous faites du froid et du chaud. D'accord. Alors dans certains cas, la législation, par exemple dans le neuf, va vous dire « je la bloque en chaud ». Ah oui.
Mais bon, c'est une utopie, ça, parce que bon, il suffit de couper un fil ou de débrancher un fil et il fonctionne en froid. D'accord, ça quoi. marche. Ah, oui, oui, c'est Oui. très bien. C'est dommage qu'on puisse pas le faire avec le réfrigérateur. On pourra aussi Si vous voulez faire du chaud dans votre réfrigérateur, Ben, ça deviendrait- j'irai pas déjeuner chez vous. ça deviendrait un four, finalement. Ouais. Ça deviendrait un four. Alors, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Hein, c'est que, bien que ce soit une pompe à chaleur, les climatisations réversibles ne sont pas accessibles au CITE, c'est-à-dire au crédit d'impôt. Ça l'a été à une époque, mais ça ne l'est plus maintenant, depuis déjà plusieurs années, parce que le législateur a considéré que l'utilisation en climatisation c'est-à-dire en rafraîchissement, était une notion de confort qui, évidemment, consomme de l'électricité et donc que ça n'était pas vertueux. Alors, une bonne clim, aujourd'hui, ça a une efficacité de 4, un COP de 4, on peut Voilà. dire. Alors, Même plus, j'en ai vu une l'autre jour qui est annoncée pour 5,2. Ça devient énorme, ça. Oui, C'est-à-dire que... Alors, expliquez ce que veut dire le COP. Alors, le COP, qui s'appelle le SCOP en réalité aujourd'hui, hein, Oui. c'est du cinéma, alors. Non, absolument pas. C'est 3 points de mesure. On calcule la performance d'un appareil à 3 températures différentes. Hein. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est -7, +2 et +15. D'accord. Et donc un appareil à +15 a une certaine performance, à +2 on a une légèrement affaiblie, et à température négative, forcément, elle est encore affaiblie, puisque alors, à ce moment-là, l'appareil va faire ce qu'on appelle des cycles de dégivrage. Donc, Le COP, qui est le coefficient d'efficacité, on va dire. ouais. Mais alors, il est calculé comment? C'est une moyenne sur les différents C'est ça, cas de figure que vous venez de décrire. complètement. D'accord. Ouais. Et donc, il ne faut pas acheter de machines à moins de 4. Hein. Ah oui, complètement, oui. C'est ça. Bon, de toute façon, Il y en a il en existe très peu sur le marché, je pense pas. Hein. Mais plus de 5, maintenant, c'est vraiment très fort. Alors 5, c'est la base. Ah, c'est la base. Oui, oui. Alors, il y en a qui vont jusqu'à combien? On va trouver du 6, du 7 Ah dans bon peu de temps. Oui, oui. Ah, bah ça, j'en ai pas. Et même dans des applications très spécifiques, par exemple en moyenne montagne ou dans l'est de la France, par exemple, où vous avez des températures assez basses assez fréquemment. Enfin, assez fréquemment, ça va vers le réchauffement climatique. Oui. Hein, mais bon, Oui, maintenant, des fois, bientôt, on va se chauffer avec une bougie, hein, avec les maisons complètement surisolées, hermétiques, et puis s'il se met à faire 15 degrés comme en ce moment, ouais. pendant longtemps. Donc on peut quand même néanmoins avoir du -10, du -15, du -20. Il existe aujourd'hui des appareils sur le marché, certains fabricants ont ces gammes de produits-là, qui permettent d'avoir une puissance constante restituée par l'appareil, quelle que soit la température extérieure. Ouais. C'est-à-dire qu'à -25 aujourd'hui, si votre appareil en nominal donne 10 kW, à -25, il vous redonnera 10 kW. D'accord, mais alors, Ça, c'est exceptionnel. Ça. D'accord, Ça, mais, ok, mais à ce moment-là, le COP, il s'effondre complètement. C'est-à-dire vous n'êtes plus dans du 1 kW pour 4 kW restitués, si? Alors, il s'effondre, il se casse pas la gueule complètement. Non. Hein. On est dans tous les cas largement supérieur à ce qu'on appelle l'effet Joule, c'est-à-dire 1 kW consommé, 1 kW Oui. restitué. Donc même à -25, votre pompe à chaleur de 10 kW, si elle consomme 1 kW, elle en restituera au moins 1,2, 1,3, 1,4. Oui. Elle n'aura pas le COP Ouais. de 4 ou de On 5. n'est jamais dans du 1 pour 1. Non, jamais. Il n'y a pas de résistance Aucune. dans vos systèmes. Il n'y a pas des petits trucs cachés là qui font du chauffage. Non. Non, c'est bien. Bon, quand même un problème qu'on a tous connu, notamment quand on va dans des hôtels qui sont équipés avec ce type de matériel, c'est le bruit. Alors, où on en est maintenant? Vous avez progressé là-dessus? Parce que des fois, c'était un sèche-cheveux là-haut. Hein. Ah, complètement. Oui. Il en existe encore d'ailleurs de ces hôtels avec des sèche-cheveux. Oui, j'en connais un. De moins en moins. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que quel que soit pratiquement l'industriel qui touche à ces gros systèmes, hein, ces gros systèmes, on les appelle des DRV ou des VRV ou des VRF, hein, qui sont des systèmes multiples centralisés capables de chauffer D'accord. le tour de la Défense, là, par exemple. Oui. Aujourd'hui, les unités intérieures dans ces produits-là sont de 19-20 décibels, c'est-à-dire qu'à 3-4 mètres de l'appareil, vous On n'entendez n'entend rien. plus. Vous On n'entendez n'entend rien. plus. Hein. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est modulable? Parce que, alors, que ce soit avec des splits ou que ce soit en gainable, attendez, on en est, nous, dans nos studios, on a une démonstration absolue que ça nous semble pas souple. Parce que c'est souvent difficile à régler, et puis c'est pas vraiment viable. Nous, souvent, je le rappelle, dans nos studios, je le répète, soit on crève
de chaleur. C'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le cas aujourd'hui. Si vous voyez tout à l'heure quelques gouttes de sueur, vous saurez pourquoi. Ou alors on gèle et on va chercher les manteaux. C'est pas bien ça. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des systèmes de clim Vous avez, je pense, un système de climatisation du siècle dernier dans, oui, dans votre bâtiment. c'est ça. Mais on va déménager prochainement. Alors on est tranquille. Aujourd'hui, on est au demi-degré près, Au demi-degré près. dans la pièce. D'accord. Bon, on va voir tout à l'heure, puisque vous allez revenir dans la dernière partie de l'émission. On va s'intéresser aux contraintes d'installation, au coût d'installation, et puis évidemment aussi au coût d'utilisation, savoir aussi si ça suppose des abonnements électriques supérieurs ou pas. On va pouvoir revenir sur tout cela, mais pour l'instant, c'est le métier. Alors, le métier qu'on vous propose aujourd'hui, c'est celui de laqueur. Alors, vous savez, les très belles laques, c'est magnifique, mais ça va être même le métier de laqueuse, puisque nous allons avoir Mireille Herbst qui va nous expliquer ce métier. C'est vraiment un métier qui a beaucoup évolué. Techniquement, aussi bien en termes de produits, on va le voir, qu'en termes de méthodes d'application. C'est un métier évidemment d'une tradition plusieurs fois millénaire. Vous avez tous pu apprécier ce qu'étaient des lacs de Chine. On parle sur certaines lacs anciennes de dizaines de couches pour arriver au résultat que l'on va voir aujourd'hui avec un bien moins grand nombre de couches, mais avec des techniques tout à fait spécifique. C'est la vidéo donc sur ce métier de laqueur. Je m'appelle Mireille Herbst, je suis gérante et fondatrice de la société ALM Déco. Nous sommes essentiellement laqueurs. Nous sommes au nombre de 5 dans cette société que j'ai créée en 1994 après la retraite de mon prédécesseur, M. Bernard Roger, lui-même ayant succédé à messieurs Saint et Tambuté, qui avaient créé cet atelier en 1929 et qui sont à l'origine de la mise au point du polyuréthane qu'ils ont nommé lac de Béca. Cette mise au point ayant été nécessaire pour continuer de travailler sur les paquebots avec la CGT, Compagnie Générale Transatlantique, qui leur imposait ces produits non-feux. Nous utilisons essentiellement ces mêmes produits polyuréthane, sauf pour certaines restaurations où le cellulo, voire le glycéro, sont plus appropriés. On travaille beaucoup sur commande, on travaille beaucoup avec des ébénistes, des décorateurs, quelques créateurs qui ont leur idée plus ou moins précise de ce qu'ils veulent du produit fini. Et donc on travaille avec eux, on a un tissu, il faut copier la couleur, il faut imiter la matière, il faut créer cette matière des fois, créer cette couleur. On travaille beaucoup par transparence avec des patines, un petit peu nuagées, un petit peu ombrées. Et bon, parfois on fait des effets de matière beaucoup plus durs jusqu'à obtenir un résultat souhaité par le client, qui soit donc ébéniste, décorateur, particulier ou créateur. Et là, les créateurs, ils ont leurs idées absolument bien précises et il ne faut pas s'échapper du chemin tracé par eux. Alors merci, un grand merci à Mireille Herbst et puis un grand bravo, vous avez vu, c'est absolument magnifique. Alors Mireille, elle est gérante de la société ALM Déco.
Alors, c'est tout près de Paris, hein, c'est à Pantin, c'est rue Cartier-Bresson, et son numéro de téléphone, allez, je vous le donne, hein, comme ça, vous pourrez l'appeler directement, 01 48 80, 01 48 91 19. Non, je dis des bêtises, je reprends. Voilà, 01 48 91 98 64. Merci à Pierre, notre réalisateur. Comme ça, là, ça, vous ne pouvez pas le manquer, ce numéro de téléphone. Voilà, et maintenant, c'est la rubrique travaux. Olivier Valdin est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Christian. Alors, je ne sais pas s'il est encore utile de vous présenter, mais oui, parce que nous avons tous les jours de nouveaux viewers. Donc, Olivier Valdin, vous êtes patron de Homlio. Homlio, site de recherche et d'entreprise et de conseil, c'est ça? Oui, tout à fait. On accompagne les particuliers dans la réalisation de leurs travaux. D'accord. Donc, avec vous, on a des entreprises sérieuses, vous les vérifiez? Qualifiées, certifiées, assurées. C'est un peu le bouche à oreille par Internet. Ouais, oui, c'est maintenant. Vous avez tellement de difficultés à trouver des entreprises. Je pense que c'est une bonne solution, mais il faut faire attention parce que il y a beaucoup de sites de devis. Hein, c'est un peu aléatoire, on va dire. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de cloisons. Alors, les cloisons, vous savez, c'est la partie, je dirais, constitutive de votre habitat. C'est une partie de la construction essentielle puisque ça permet de structurer les volumes, ça permet d'assurer l'intimité des uns et des autres dans la maison. On verra que on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier ces dernières années. Et puis ça permet évidemment la répartition des pièces en fonction de leurs différentes affectations. Alors comme d'habitude, il y a une vidéo 3D très didactique, très explicative d'Homlio. Il y en a toute une série. Vous pouvez aller les trouver sur le net et puis en retournant sur la chaîne YouTube Réno Info Maison, puisque nous avons aussi segmenté les interventions des uns et des autres. Donc ça permet de vous y retrouver facilement. Et donc, eh bien, on regarde cette vidéo 3D d'Homlio. Dans les logements individuels, les critères à considérer dans le choix du type de cloison de distribution sont nombreux. Il est primordial de distinguer les pièces humides, comme les salles de bain, les WC et les cuisines, des pièces sèches, comme les salons ou les chambres. Au contact des pièces humides, des cloisons hydrofuges doivent être mises en œuvre. Dans le cas où une cheminée ou un poêle est présent dans une des pièces en contact avec la cloison, des critères de réaction au feu sont à prendre en compte. L'isolation acoustique, la résistance au choc et la qualité de l'air, particulièrement dans les chambres pour enfants, sont des critères plus personnels qui dépendent des aspirations de chacun. Les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique ont l'avantage de permettre des configurations différentes sur chaque face. Cette solution est particulièrement bien adaptée aux grandes surfaces de cloison. Il existe un très grand nombre de plaques qui se différencient en fonction de leur dimension et de leurs caractéristiques. Certaines cumulent plusieurs critères, comme par exemple la plaque hydrofuge avec renforcement de la qualité de l'air, ou la plaque acoustique à haute dureté. Pour améliorer les caractéristiques acoustiques des cloisons plaques de plâtre sur ossature métallique, il est possible de jouer sur l'épaisseur de l'isolant, le type de plaque et même le nombre de plaques. Les cloisons alvéolaires se présentent sous la forme de panneaux sandwich constitués de 2 parements en plaques de plâtre, collés sur un réseau en nid d'abeilles. Elles sont très appréciées pour leur rapidité de mise en œuvre. Les cloisons en carreaux de plâtre bénéficient d'une grande maniabilité grâce au faible encombrement des carreaux. Les carreaux sont particulièrement rapides à poser et leur mise en œuvre est idéale dans les espaces exigus. Enfin, les cloisons en briques plâtrières ou en carreaux de terre cuite sont particulièrement résistantes aux charges lourdes. Leur faible dimension facilite leur maniabilité. De même, leur forte densité participe à l'inertie du bâtiment. Maintenant, vous savez tout sur les cloisons, hein, après cette vidéo 3D. Olivier Valdin, est-ce que ces dernières années, je dirais même ces dernières décennies, on n'a pas sacrifié les cloisons au profit des grands volumes, des open space, là, où il n'y a plus de partage
différence entre les pièces. Est-ce que c'est pas quand même une aberration? Est-ce que c'est pas le grand retour des cloisons? Alors autrefois, on faisait des toutes petites pièces, on hyper cloisonnait, notamment pour se chauffer plus facilement. Hein. Mais là, est-ce qu'on n'est pas, comme je le dis souvent, tombé de l'autre côté du cheval? Alors, c'est vrai que la mode aujourd'hui, c'est plutôt des très grands volumes avec des salons, salle à manger, cuisine, où finalement vous n'avez qu'une pièce pour l'intégralité de ses fonctions. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient de plus en plus à de l'intimité, aussi parce que une cuisine, forcément, ça peut dégager des fumées, des odeurs, etc. Ah oui. etc. Et que on se dit que finalement, recloisonner sa cuisine, c'est pas si mal que ça. Alors c'est ce qui a permis aussi d'avoir la grande mode des cloisons amovibles, hein. Vous savez qu'on pouvait bouger. On va en parler justement de ces cloisons. Ça permettait de le faire. Amovibles. Mais est-ce que le mot cloison, dans l'esprit du public, est-ce que c'est pas souvent synonyme de papier à cigarette? C'est-à-dire de bruit, c'est-à-dire de manque justement d'intimité, parce que c'est bien de séparer les pièces, mais si on entend tout à côté, vous nous avez montré là, dans la vidéo ce type de cloison un peu papier à cigarette, les cloisons alvéolaires en carton. Moi, je suis pas très chaud pour ce type de produit, même s'il en existe encore. Mais justement, est-ce que on peut avoir véritablement des cloisons qui, j'allais dire, qui cloisonnent, c'est-à-dire qui séparent vraiment les pièces et qui permettent d'avoir un confort, notamment acoustique, satisfaisant? Absolument. C'est un phénomène de masse, hein, parce que l'isolation phonique, elle se joue beaucoup sur la masse de votre cloison. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. La cloison carreau de plâtre, par exemple, peut être exactement un bon exemple. C'est pour ça que ces cloisons dites humides, parce qu'elles sont maçonnées d'une certaine manière ou collées, ne sont pas complètement mortes, parce que finalement, ça a des meilleures isolations phoniques que les cloisons de type plaque de plâtre sur ossature, même si aujourd'hui, il existe des isolants qui permettent d'arriver à des conforts acoustiques pratiquement équivalents à ces cloisons dites humides. Oui. Alors, c'est quoi justement une bonne cloison acoustique? C'est de la laine minérale entre deux plaques, avec des plaques spécifiques? Oui, voilà. Vous avez par exemple? Exactement. Alors, Placo, c'est une marque, mais c'est effectivement de la plaque de plâtre type acoustique qui va réduire le choc acoustique, hein, donc avec une atténuation des décibels. Donc ça, c'est une solution qui fonctionne plutôt bien. Vous pouvez même doubler les parois pour avoir mettre deux cloisons. C'est facile, hein, on peut accoler. Alors, il y a des produits spécifiques, hein, c'est Duotech par exemple. Oui, tout à fait. Mais sinon, on peut aussi, vous pouvez tout simplement mettre de chaque côté, vous rajoutez une plaque de plâtre et vous allez voir, vous allez gagner en phonique de façon considérable. Hein. Exactement. Donc après, il suffira juste de travailler sur le bâti de votre porte, puisque du coup, c'est plus la même porte, la cloison étant plus épaisse. Et puis, vous avez, pour de l'acoustique, toujours des solutions dites classiques avec de la brique ou du carreau de plâtre qui permettent d'avoir aussi des isolations phoniques plutôt correctes. Mais là, il faut que que le sol puisse aussi supporter. Il faut que le sol puisse supporter le surpoids. Hein. Tout à fait. Il faut que le sol puisse supporter. C'est plus long à mettre en œuvre, donc potentiellement ça devient plus cher. Voilà. Donc, Alors moi, je voulais attirer votre attention sur une chose. Hein. C'est pas parce que c'est une cloison, notamment dans l'ancien et dans les maisons très anciennes, c'est pas parce que ce n'est qu'une cloison que cette cloison elle n'est pas porteuse et qu'elle ne participe pas donc au soutien du plancher supérieur. Il y a de véritables catastrophes qui sont le résultat du fait qu'on dit c'est une cloison, je dégage la cloison, j'ai une grande pièce, et puis au bout de quelques mois, on voit les solives qui commencent à fléchir. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce sujet. Hein. Alors pourquoi pas réaliser, vous en parliez à l'instant, pourquoi ne pas réaliser des cloisons amovibles, modulables? Ça existe, c'est facile à mettre en œuvre? C'est plutôt simple à mettre en œuvre. Ça permet surtout, comme son nom l'indique, d'être amovible, donc de pouvoir bouger. Typiquement, si vous avez des amis qui viennent pour créer une chambre temporaire, c'est des solutions qui marchent bien. Vous avez des claustras, etc. Enfin, des choses comme ça qui permettent de le faire. Et puis qui peuvent en plus avoir un aspect esthétique pas inintéressant. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai évidemment des dossiers sur le sujet, de plaques de plâtre pour faire du cloisonnement ou du doublage, dans lesquels on peut véritablement aujourd'hui accrocher jusqu'à des éléments de cuisine. Oui. C'est vraiment sérieux ça, pour mettre ensuite le service à thé de la grand-mère ou pire les verres en cristal de cadeau de mariage? Alors oui, ça marche, Christian. Ouais. La plaque haute dureté, ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis depuis peu, un industriel,
pour pas le citer, Placo, qui a sorti une plaque qui s'appelle Habito, qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir une résistance lui permettant de soutenir des meubles de cuisine dans lesquels vous pouvez mettre des vraies assiettes et pas des assiettes en carton. Donc ça fonctionne. Pas de risque ensuite de les prendre sur les genoux. Pas de risque. D'accord. Ça marche. Et puis j'ai vu qu'on peut directement fixer dedans. Ouais, Il n'y a pas besoin, enfin pas pour les meubles de cuisine, mais pour accrocher un tableau, on peut visser directement. Vous vissez directement sans avoir la cheville dedans. expansive, là, vous savez, qui s'écarte derrière. Vous n'avez plus besoin de ça et qui arrache tout. Parce que chaque sûr. fois qu'on faisait ça, on arrachait la plaque en même temps. Donc voilà, maintenant, ces nouvelles plaques permettent de fixer directement dans le panneau. Merci Christian. Olivier. On va passer maintenant à la rubrique SOS consommateur. C'est évidemment maintenant David Rodriguez qui nous rejoint. David Rodriguez, vous savez, de la CLCV. CLCV, vous nous rappelez, je n'arrive, ça fait pourtant pas mal d'émissions sur la radio, ça fait 15 ans ici sur la Web TV, c'est depuis la rentrée. CLCV. Consommation, logement et cadre de vie. Consommation, logement et cadre de vie. C'est les domaines sur lesquels on intervient. On intervient sur la consommation, sur le logement et cadre de vie, tout ce qui concerne, on va dire, l'environnement, l'alimentation, ce genre de choses. D'accord. Donc, c'est une association de consommateurs. Tout à fait. Vous êtes structuré régionalement, localement. Localement, tout à fait. Régionalement, au niveau départemental et également au niveau local. Le coût moyen, parce que je crois que ça varie d'un lieu On à a des l'autre. adhésions qui varient effectivement d'une association à l'autre. Toutes leurs coordonnées sont d'ailleurs sur notre site internet, www.clcv.org, et ça varie entre trentaine d'euros, 50-60 euros. Ouais. Voilà, ça dépend vraiment. Ça vaut vraiment le coup parce que lorsque les problèmes arrivent, c'est comme l'assurance. Ça paraît un peu cher toute l'année, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment, vous êtes vraiment de très bons conseils et on le voit à travers votre présence toutes les semaines. Alors, je reçois régulièrement donc des questions qui vous concernent. N'oubliez pas, vous pouvez les envoyer encore une fois toute la semaine. Vous pouvez poser vos questions même à l'instant même. N'oubliez pas, vous êtes là. Vous êtes là pour ça. Enfin, nous, on est surtout là pour y répondre. Mais je vous rappelle, reno-info-maison@gmail.com. Alors, James m'a envoyé une question. Il me dit « Je suis locataire et mes fenêtres sont vétustes. Mon bailleur a-t-il l'obligation de les remplacer par du double vitrage ?» me dit-il. Et d'une façon générale, puis-je l'obliger à faire des travaux d'isolation? Alors, la première question, ça sera, c'est quoi des fenêtres vétustes? J'imagine qu'en fin de compte, vitrage, il doit, qui ferme mal. Ça peut être ça. Alors après, il faut voir. Sur le principe, le bailleur n'a pas l'obligation de vous mettre des fenêtres, on va dire, top, Isolante. double, Non. triple vitrage ou quoi que ce soit. Non, il Dommage. doit remettre un logement décent, en bon état, d'usage, d'entretien, de réparation, qui n'ait pas une atteinte à la santé des occupants, ce genre de choses. Par contre, après, il faut voir au cas par cas ce que l'on entend par vétuste ou non. Est-ce qu'on est sur des fenêtres, finalement, elles sont vieilles, mais j'ai pas de déperdition d'air, j'ai pas d'échange, j'ai pas de courant d'air, si je puis dire, autour des huisseries. Ça n'entraîne pas de surconsommation électrique. J'ai peut-être un inconfort thermique. Je me dis finalement, il fait peut-être un peu frais, mais j'ai pas de surconsommation. Donc voilà, à la rigueur, je pourrais pas forcément obliger mon propriétaire à remplacer les fenêtres. D'autant que je m'en suis aperçu quand je suis rentré et que j'ai fait l'état des lieux. Oui, mais ça, à la rigueur, la réalisation de l'état des lieux ne vaudrait pas acceptation d'un défaut Oui. par le bailleur Oui. de ses C'est obligations. important ça aussi. Parce que C'est pas parce que c'est complètement pourri. Si Tout vous à fait. constatez que C'est c'est tout à normal. fait. Le bailleur a ses obligations. Vous rentrez dans le logement, vous faites votre état des lieux, vous vous rendez compte qu'effectivement, le logement pourrait être à la limite de l'indécence. Ça ne vaut pas acceptation pour vous de l'état du D'accord. logement. Le bailleur reste toujours soumis à ses obligations. Donc, si je reviens sur les fenêtres, si par contre, on se rend compte que là, j'ai vraiment des déperditions, j'ai une mauvaise étanchéité à l'air, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça fuit de partout. Là, vous pouvez obliger votre bailleur, parce qu'on a un décret, maintenant c'est depuis le 1er janvier 2018 sur le sujet. C'est parfait. Donc voilà, donc il nous dit que le bailleur doit remettre un logement dont les fenêtres présentent les fenêtres ouvertures de manière générale, présentent une bonne étanchéité à l'air. C'est-à-dire que si en fin de compte j'ai vraiment des fuites autour des huisseries, je vais pouvoir obliger mon bailleur à faire les travaux nécessaires. Ça veut dire quoi? Soit j'étanchéifie en quelque sorte. On peut mettre des joints. Tout à fait. Soit je change la fenêtre. Mais là encore, ce qui ne veut pas dire forcément du double vitrage.
Alors, est-ce que sinon on peut le faire soi-même? On ne peut pas remplacer soi-même sa fenêtre si on est, Non, si on est quand vous êtes locataire? locataire, généralement, vous ne le faites pas parce que c'est des travaux assez importants. Surtout, il ne faut pas oublier que le locataire, lui, s'il peut réaliser des travaux qui relèvent, je dirais, de l'aménagement courant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est je change le papier peint, la peinture, ce genre de choses. Le remplacement des fenêtres, c'est déjà quelque chose de plus important. Surtout que si vous êtes en copropriété, vous ne pouvez pas forcément prendre Eh le oui, modèle que vous voulez. C'est sûr. Donc, il faut faire attention à cela. Ça, c'est vraiment une prérogative du bailleur. Si je fais, parce qu'il était question aussi de travaux d'isolation, si je suis locataire et que je fais des travaux d'isolation, j'ai droit au crédit d'impôt? Alors, vous avez des aides financières qui sont effectivement attribuées aux locataires, sachant que dans les faits, également des aides de l'ANA qui s'appliquent également pour le locataire, sachant que dans les faits, c'est quand Agence même nationale de l'amélioration de l'habitat. Agence nationale de l'habitat, effectivement. Ou de l'habitat avant. L'amélioration, ça a changé effectivement il y a quelques années. Dans les faits, c'est assez rare parce que le locataire, voilà, ce sont des travaux qui sont assez importants, qui demeurent une prérogative du bailleur, surtout si après il y a un souci sur la bonne réalisation de ces travaux, c'est le locataire qui est responsable et ennuyé. Après, rien n'empêche éventuellement qu'il y ait un accord entre le bailleur et le locataire sur la réalisation de ces travaux. Essayez de vous mettre d'accord, Voilà. c'est toujours mieux quand même. Après, dans ce cas-là, il faut prévoir quel est le coût et quelles seraient les modalités de remboursement, d'indemnisation du locataire. En deux mots, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Si ça se passe mal lors de la réalisation de ces travaux, si c'est le locataire qui les a réalisés, ça se passe mal vis-à-vis du bailleur, vis-à-vis de l'entreprise. Donc ça va être la responsabilité de l'entreprise, bien évidemment, mais le bailleur va aussi se retourner surtout contre son locataire. Je me disais aussi, si les fenêtres sont vétustes, Pardon. Donc, on veut appliquer la loi. Donc si on n'arrive pas à changer les fenêtres, donc on peut essayer une association, la commission départementale de conciliation. Petite disposition un peu technique, mais qui n'est pas inintéressante. Il y a eu une réforme il y a plusieurs mois, presque plus d'une année du droit des obligations. Avant, c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant, lorsque deux parties à un contrat ne respectent pas leurs obligations, l'une peut le faire à la place de l'autre. Concrètement, ça veut dire quoi? Avant, en matière locative, un locataire ne pouvait pas forcément réaliser des travaux à la place du bailleur, quand bien même c'était des travaux qui incombaient au bailleur. On considérait que non, vous n'allez pas être remboursé. Maintenant, ça pourrait être possible, donc éventuellement. Mais dans les limites qui ont été évoquées tout à l'heure. Il faut prendre ses précautions. Merci David Rodriguez. On vous retrouve la semaine prochaine. Et maintenant, c'est le retour des invités. Des invités, je vous rappelle qu'on parle aujourd'hui de climatisation réversible et de la capacité de se chauffer correctement avec une clim. Nous avons avec nous donc de retour Yannick Merlet. Vous êtes donc patron de Clim Plus, une structure du groupe Saint-Gobain, et donc qui est au service des professionnels pour justement tout ce qui touche au chauffage, à la ventilation. Et puis à la climatisation. À la détente directe. À la détente directe. Ah oui, il en veut avec sa détente directe. À chaque fois, il va aller la détente directe. Bon. Et puis nous avons Olivier Valdin qui est resté avec nous, d'Omliou, et on va parler plus spécifiquement de travaux d'installation de ce genre d'équipement. Alors, on a évoqué tout à l'heure les différents systèmes, le fait que on pouvait avoir une unité extérieure, une unité intérieure. Vous n'êtes pas trop chaud pour le monobloc, si j'ai bien compris. Moi, personnellement, c'est pas que je sois trop chaud ou trop froid, c'est le bruit généré. C'est le bruit. Il faut le dire au client. Voilà. En revanche, deux systèmes bien distincts, c'est le split ou multi-split, avec une console, donc un petit laser là qui vous souffle. Mural, ou le gainable. Oui. Pouvez nous dire quelques mots sur le gainable, ses contraintes? Alors, le gainable, c'est un système centralisé invisible. C'est-à-dire qu'on ne voit du système que l'unité extérieure. Oui. Puisque l'unité intérieure va être par définition cachée dans des combles. Et de cet endroit où sera mise l'unité intérieure, on va donc alimenter par un réseau de gaines des bouches qui vont souffler dans les salles à manger, dans les chambres. Elles sont placées où, ces bouches? Elles peuvent être placées en plafond, en mur. En mur. On les met où on veut, si possible en partie haute, bien évidemment, de la pièce, puisque bon... On peut cacher ça dans des corniches? Non, compliqué. Non. Compliqué. Il faut les grosses corniches, là. Oui, non, faut que ça diffuse. Mais par contre, on a des systèmes aujourd'hui de distribution qui peuvent être soit la bouche ronde ou des grilles qu'on appelle ça fentes, là, qui vont jusqu'à 1 mètre de long, qui sont plutôt sympathiques, d'un aspect plutôt sympa, quoi, dans la pièce, quoi. Olivier Valdin,
La recherche là d'entreprise, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut quand même là des certifications. Faut quoi ouais. Comment on peut être sûr d'avoir une entreprise, on va dire homologuée je sais pas. On parle de certification, qualification. Ouais. C'est très compliqué tout ça. Bah, comme toujours, moi j'adore le sujet qualification parce que c'est une complexité, personne ne comprend Oui, plus. c'est pour ça. Mais On vous sait plus avez qui est qualifié voilà. quoi finalement. Donc, vous avez trois organismes qui vont qualifier sur ce Alors, sujet-là. allez-y. Vous avez Qualif-Elec, hein, donc lui qui va Qualif donner Elec. Qualif-Elec, hein, Qualif Qualif-Elec, hein, qui Oui. est généralement pour l'électricien, mais l'électricien, on va le voir, on peut peut-être en parler, pose aussi et peut aussi poser souvent ce type de matériel, même si c'est plutôt le climaticien hein, quand même. Vous avez Qualibat aussi, alors je vous épargne hein, le nom des qualifications, c'est la 51 et quelques, enfin bon. Donc Qualibat, Qualibat, et Qualiclimat. Qualiclimat. Voilà, globalement, c'est les Vous ne pouviez pas trois. réunir tout ça en un, non? Bah, c'est des organismes différents qui proposent des qualifications. Et RGE? Alors RGE, RGE. Là, on s'en moque un peu. Enfin, là, on s'en non, moque. il n'y a On pas s'en de moque pas. CITE. Mais il n'y a pas de crédit d'impôt. Il n'y a pas de crédit d'impôt. Il n'y a Donc, pas de problème de RGE. RGE, c'est ce qui vous permet d'accéder au crédit d'impôt. Hein. D'accord. Donc là, on est vraiment sur de la qualification classique, proposée principalement par ces trois organismes. Donc c'est ce qu'il faut demander à votre professionnel pour voir s'il a bien cette qualif. Alors, l'une ou l'autre, ou il n'a pas besoin d'avoir Non, les trois. Oui, tout à fait. Ah non, c'est les trois, là. C'est la ceinture, les bretelles, et puis la grand-mère pour tenir Voilà. le pantalon. Et quoi. puis après, des choses classiques, hein, moi je le dis à chaque fois, mais les assurances, des devis Ah, les détaillés. assurances. Enfin, bon, oui, voilà. alors attends, ça n'entre pas dans la décennale, ça peut être garanti Non. 10 ans, Ouais. mais je vous rappelle, ne vous laissez pas avoir avec la notion de décennale. Il ne faut pas confondre une garantie de 10 ans et une garantie décennale. La décennale, ça concerne le bâti et l'enveloppe en principe, les fenêtres, on en parlait tout à l'heure, et tout ce qui ne permettrait plus de l'utilisation normale, la destination du bien, comme on dit, si ça devenait défaillant. Hein. Ne confondez pas ces notions. Je ne sais pas, l'un ou l'autre, peut-être Yannick Merlet. Alors, moi, je voudrais rajouter, je ne vais pas dire une qualification, mais un label. Ah, voilà. Alors là, j'ai 3 qualifs, maintenant il nous ramène Non, un label. Alors, il y a quelque Et chose... puis un matériel NF aussi pour notre Non, milieu. non, ça c'est obligatoire. Ça, Ah ben c'est obligatoire, alors ça, tranquille. on ne se pose plus la question. Non, avec l'avènement de normes européennes aujourd'hui, vient de nous sortir depuis quelque temps là, ce qu'on appelle la F-gaz. Oui. La quoi la F-gaz. La F-gaz, oui. Donc c'est tout un panel de normes liées à l'utilisation des fluides frigorigènes et entre autres à l'obligation de l'entreprise de posséder l'attestation de capacité. Ah oui. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? À quoi ça sert? Moi, en tant que distributeur, je n'ai pas le droit de vendre un climatiseur en direct à une entreprise qui ne possède pas cet ADC. Ah oui, maintenant c'est... Donc ça veut dire que c'est quand même c'est sérieux. sérieux là. Hein. Donc, On vous a serré la vis là. Hein. Si j'en parle, c'est parce que pour l'utilisateur final, c'est un gage de sécurité et de confiance de prendre un installateur possédant l'attestation de capacité, parce qu'il a des obligations, lui, derrière. Oui. Il a une obligation de résultat, il a une obligation de contrôle d'étanchéité. Ouais, c'est important ça. Donc c'est vraiment très important pour l'utilisation du bien final. Vous avez dit un gros mot, vous avez dit liquide frigorigène. Ah, j'ai dit ça? Oui, vous avez dit ça. J'ai dit fluide frigorigène. Fluide? Oui, en liquide ou fluide. Attendez, oui, parce que de temps en temps c'est liquide, de temps en temps c'est fluide, c'est Exactement, suivant qu'on compresse ou qu'on détend. Donc en gros, c'est ce qu'il y a dans les tuyaux, quoi. C'est le gaz qu'il y a dans les tuyaux. Et c'est ce gaz qui, s'il s'échappe, est très nuisible pour l'environnement. Enfin, moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Alors ça, c'est un autre des aspects de la F-gaz dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on utilisait jusqu'à maintenant ce qu'on appelle des HFC, c'est-à-dire des gaz possédant un pouvoir de réchauffement global assez important. La F-gaz nous contraint, par ce qu'on appelle une phase down, à descendre l'utilisation de ces gaz frigorifiques HFC. En 2030, il n'y en aura plus. Zéro. C'est-à-dire qu'en 2030, on aura des gaz frigorifiques, impact zéro. Et pourquoi il faut attendre 2030 On ne veut pas le faire tout de suite? Pourquoi 2030? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon, moi, je vais pousser mon coup de gueule. Allez-y, faites-le tout de suite. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi les industriels attendent d'être obligés de le faire. Pourquoi? Ça coûte plus cher? Ou il n'y en a pas sur le marché? Non, alors... plusieurs réponses. D'abord, aujourd'hui, moi, je vois du côté main-d'œuvre, du côté de gens qui posent et qui entretiennent sur le terrain, ces fameux fluides qui vont arriver, entre autres le CO2,
fait qu'on a des pressions d'utilisation qui sont extrêmement importantes. Donc, D'accord. Quand même, il y a un aspect technique. Il y a un aspect technique, il y a un aspect formation. C'est pas seulement parce que vous traînez, quoi. Ah non, c'est pas nous Enfin, qui vous, traînons. les industriels, quoi. Nous, on suit la norme. Hein. Alors évidemment, hein, vous ne touchez pas à votre clim vous-même. Hein. Non. Vous ne resserrez pas des raccords ou des choses comme ça. Hein. Il y a eu un moment, je pense que ça a pratiquement disparu. On pouvait en trouver, ou on peut peut-être en trouver en grande surface. C'est interdit. C'est interdit. Il faut de toute façon que l'installation soit faite par quelqu'un d'agréé. Parce qu'il y en a en vente. Hein. Vous me dites c'est interdit, mais moi je vous en trouve dans le quart d'heure. Oui, je vous ai parlé de vente. Je n'ai pas le droit de faire de vente directe à un installateur ne possédant pas l'attestation de capacité. Ça veut dire que je peux quand même vendre à un installateur qui ne l'a pas. Oui. Mais dans ces cas-là, je suis obligé de lui vendre une prestation de mise en route. C'est-à-dire que chez l'utilisateur final, il va y avoir 2 entreprises qui vont intervenir. Donc la GSB peut en vendre. Oui, la GSB, mais il y a une société surface de bricolage, hein, je traduis. Olivier Valdin, en termes d'intervention, d'entretien, il y a obligation d'entretien annuel, et puis quand même aussi, moi je conseille toujours aussi un entretien du gainable. Bah oui, vous êtes sur ces systèmes qui, comme la VMC double flux, hein, on en parle souvent, nécessitent d'avoir des entretiens réguliers, donc des contrats si possible de maintenance avec l'entreprise que vous avez sélectionnée. Et c'est pas seulement un petit coup de pinceau sur les ailettes. Non, c'est vraiment le nettoyage des gaines, etc. Et là, c'est quand même plus compliqué de le faire. Alors des gaines, oui. Alors je vous le redis, je n'arrête pas de le dire, que vous ayez une VMC. Alors, vous êtes plus nombreux à avoir une VMC qu'une clim gainable. Mais il faut faire nettoyer, moi je dis les conduits, au moins tous les 5 ans, non? Oh, oui. Même mieux, même tous les 2 ans. Bah, ça serait l'idéal. Ça serait idéal, mais attendez, il faut encore trouver des entreprises pour ça. Il faut trouver des entreprises pour le faire. Parce que vous qui cherchez des entreprises, trouvez-moi des entreprises qui nettoient les gaines. On va vous les trouver. De clim, oui, c'est pas si facile que ça. Hein. Non, c'est pas si facile, mais c'est vrai que quand on voit que le ramonage est pour la cheminée, c'est tous les ans, on peut se poser la question pourquoi. C'est même 2 fois par an. Hein, voilà. Beaucoup de règlements sanitaires départementaux. Je ne cesse de pousser ce coup de gueule, de dire que c'est complètement idiot de faire ramener 2 fois par an des conduits dont certains ne servent pratiquement pas, ou même pas du tout d'ailleurs. Ouais. Je crois même que la réglementation vous oblige, même si vous n'en servez pas, à le faire ramener. Mais d'un autre côté, les gaines qui vous transportent des miasmes là et vous font tomber malade, ça, on ne s'en occupe pas. Très bien, écoutez, on a fait, je pense, le tour de la question. Il a dit que non, rien, c'est bon. Eh bien, maintenant, on va donc passer au débrief, comme on dit, et aussi aux questions. Conserver mes invités pour s'il y a des questions sur le sujet. Je vous rappelle que, encore une fois, vous pouvez à tout moment nous envoyer donc des questions. Vous pouvez aussi nous envoyer des selfies. Hein. Ça vous permet de montrer quel est votre problème. C'est quand même un peu plus simple pour moi parce que parfois il faut que je joue quand même journaliste extra lucide pour savoir ce qui se passe chez vous. Alors justement, une vidéo selfie, nous en avons reçu une. Je crois que c'est une question de terrasse. Bonjour, je suis locataire et j'ai en fait une terrasse faite en dalles de ciment. Je trouve ça un peu moche et j'aimerais trouver quelque chose à mettre par-dessus. Alors je ne sais pas ce que vous pourriez me conseiller, mais je cherche un petit truc sympa. Merci à vous. C'est pas des dalles de ciment. Hein. Je suis navré pour Adrien qui nous a passé ce selfie. Ce sont des dalles de béton. Hein, parce que le ciment, vous savez, c'est la poudre. Alors, des dalles en ciment, il y a cet abus de terme. Hein. Vous savez, ciment plus de l'eau, plus du sable, ça fait du mortier. Ciment plus de l'eau, plus du sable, plus du gravier, ça fait du béton. Voilà, donc petite précision technique. Alors, moi, je me demanderais si... il n'a pas intérêt, si ces dalles sont moches, comme il nous dit, s'il n'a pas intérêt à les déposer déjà. Elles ont l'air simplement posées sur le béton. Donc moi, je les déposerai, je les rangerai soigneusement dans ma cave. Bonjour s'il est au 5e étage sans ascenseur. Mais là, je pense qu'en voyant l'immeuble, il est récent, il y a l'ascenseur. Attention aussi de ne pas surcharger l'ascenseur pour le mettre en panne. Je passe un message personnel aux utilisateurs de l'ascenseur de mon immeuble, qui régulièrement tombe en panne parce qu'on imagine que c'est fait aussi pour transporter les sacs de ciment. Mais en l'occurrence, donc moi, j'enlèverai les dalles. Je regarderai comment est le support en dessous. S'il est suffisamment
lames en lice, il y a une solution sympa. Je l'ai utilisée il y a un certain nombre d'années. C'est le gazon synthétique. Hein. Il y a des trucs absolument superbes aujourd'hui. Il y a 20 ou 30 ans, c'était assez moche dung. Mais c'est une possibilité, sauf en ville où il y a beaucoup de pollution, parce que ça devient noirâtre au bout de quelques temps. Mais si vous êtes dans un coin qui n'est pas trop pollué, c'est une solution. L'autre solution très simple et qui permet ensuite un démontage facile, c'est les caillebotis. Vous trouvez des dalles d'un mètre sur un mètre ou des dalles plus petites, des 30-30 et des 50-50. Il y a juste à les poser les unes à côté des autres. Et puis, si vous êtes bricoleur, vous pouvez aussi, sur une terrasse comme ça, mettre des lames composites, parce qu'il vaut mieux plutôt que des lames en bois, des lames composites que vous poserez sur l'embourde, c'est-à-dire, on va dire, sur solive ou sur tasseau, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des solives très épaisses. Ça évite les surépaisseurs. Et puis, l'intérêt, c'est que là, c'est sans entretien. Et puis, c'est très sympa. Il y a aujourd'hui beaucoup de couleurs. Attention, si votre balcon est au sud, avec une forte exposition ensoleillée, ne prenez pas des lames en composite très sombres, très noires, parce qu'évidemment, elle se chauffe beaucoup, et puis à ce moment-là, elle se dilate. Vous pouvez avoir des problèmes. Voilà donc la réponse que je peux fournir à Adrien. Alors, je ne sais pas si notre ami Rémi nous passera des questions arrivées, mais en tout cas, il m'en avait passé une tout à l'heure, il m'en a même passé plusieurs, parce que vous êtes nombreux à nous en envoyer. Tiens, Jérôme, qui me demande, à propos de la clim réversible, est-ce que ça ne dessèche pas trop l'air ? Alors Yannick, si on utilise l'appareil en froid, c'est-à-dire en climatisation, on va déshumidifier l'air. C'est même la nature même de l'utilisation aussi du produit. En chaud, jamais. Jamais. Mais en froid, oui. Et ça se règle, non ? On ne peut pas régler le niveau alors, généralement, vous avez deux options sur les télécommandes. Vous avez l'option climatisation et vous avez l'option déshumidification. C'est généralement une petite bulle sur la télécommande. On clique là-dessus, elle ne fonctionne qu'en désu. Et quand l'air est suffisamment déshumidifié, l'appareil s'arrête. OK. Émilie qui m'a demandé, que pensez-vous du parquet en bambou ? Est-ce que ce n'est pas trop fragile ? Alors, je recommande tout particulièrement le parquet en bambou. C'est pas fragile du tout. C'est extrêmement solide. Alors, si en plus on le prend en bois debout, c'est-à-dire si on prend dans le sens de la coupe, alors là, c'est absolument indestructible. Donc, c'est une très bonne solution. Et puis, d'autant que ça utilise une ressource renouvelable. Alors, le bois est renouvelable aussi. Mais là, s'agissant du bambou, ça vient de bambouseraies de culture, qui viennent effectivement d'Extrême-Orient, de fort loin. Mais c'est une très bonne solution. Mohamed qui me dit, à quel moment une clim réversible est-elle chauffante ou rafraîchissante ? Est-ce que c'est automatique ? Ça rejoint une question que je vous ai posée tout à l'heure en radio. Alors, c'est tout simple, c'est sur la télécommande. On la met en position chaud, on la met en position froid. C'est l'utilisateur qui décide. Ça ne peut pas se faire tout seul. Parce que si on l'oublie qu'on est en chauffage et qu'il se met à faire 35 degrés, on continue à chauffer. Ah non, ça c'est le thermostat de l'appareil qui va vous couper. D'accord. Mais on parle là du mode passage chaud-froid. Oui. Donc là, il est manuel dans le cadre d'une utilisation domestique. Par contre, dans le cadre d'une utilisation en tertiaire sur des plateaux de bureau, ça se fait tout sur seul. Des systèmes DRV, on a ce qu'il faut en régulation pour le faire automatiquement. Très bien. Jean-Pierre qui me dit... mon chauffe-eau installé dans la cave goûte régulièrement. Est-ce une fuite ? Alors non, c'est pas une fuite, Jean-Pierre. Enfin, il pourrait y en avoir une, ça c'est pas. Mais a priori, c'est le groupe de sécurité qui est situé sous votre chauffe-eau et qui a pour fonction justement d'évacuer les surpressions, les dilatations donc à l'intérieur du chauffe-eau. Et donc c'est pas anormal qu'il goûte. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est que ça ne soit pas raccordé à un système d'évacuation. Mais souvent, dans les caves, on ne le fait pas parce qu'il faut une pompe de relevage à ce moment-là, puisque vous n'avez pas forcément d'évacuation. Alors, ce que je conseille, moi, à ce moment-là, c'est de mettre une grosse bassine en dessous et puis de la vider de temps en temps. C'est la moindre des choses. Faites attention, on vous propose parfois de mettre une canalisation qui va dans un petit réservoir, mais évidemment, vous l'oubliez et puis vous risquez, là, cette fois, une inondation
alimentation dans votre cave. Et si le groupe de sécurité fonctionne un petit peu trop généreusement, eh bien, il suffit de le remplacer. Ça coûte vraiment pas cher, c'est pas très compliqué, mais il faut vidanger le chauffe-eau avant de le remplacer. Normalement, il faudrait le manœuvrer régulièrement, presque une fois par mois. Personne ne le fait. Et si vous ne le faites pas, eh bien, ne le manœuvrez pas au bout de 3 ans, parce qu'il y a du calcaire forcément dans la cuve qui va tomber dans votre groupe de sécurité. Et là, vous ne le refermerez pas. Donc là, il goûtera pour le coup et il fera peut-être plus que goûter et vous risquez d'être un peu embêté. À ce moment-là, faut couper l'alimentation et puis vidanger le chauffe-eau par notamment un robinet d'eau chaude à un point plus bas que lui-même, ce qui n'est pas forcément très simple dans une cave. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Justement, c'est encore une question de goutte d'eau. J'ai Jeanne qui me dit ma clim goûte au niveau du split. Ma clim goûte au niveau du split. Ah, donc je pense qu'elle doit parler de l'unité extérieure. Ah, alors elle s'est trompée. Non, mais j'en ai vu effectivement qui ou alors, non, c'est les condensats, non? Ce sont les condensats. Voilà. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là de figure, sa climatisation fonctionne en froid. C'est-à-dire qu'on est plutôt généralement l'été, on veut climatiser, on veut rafraîchir, et à ce moment-là, donc, on provoque des condensats, ce qui est en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure concernant la déshumidification, puisque quand on déshumidifie une pièce, on enlève de l'eau. Oui. Et donc c'est l'unité intérieure qui capte cette eau et qui l'envoie gravitairement ou avec une pompe sur un tuyau d'évacuation. Oui, normalement, il peut y avoir là aussi une sorte de petite pompe de relevage. À l'intérieur de l'unité intérieure, oui. D'accord. Quand on ne peut pas le faire gravitairement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là si ça goûte? Il faut appeler on peut pas. Il n'y a pas des trucs, on peut pas faire des choses soi-même quand même. Non, si ça goûte, ça veut dire que soit l'unité intérieure n'est pas de niveau. C'est-à-dire que l'eau devrait partir par là parce que le tuyau d'évacuation est là, mais ça se remplit. Mais comme elle est comme ça, voilà, ça fuit. Si c'est bien monté, à ce moment-là, c'est peut-être le tuyau d'évacuation qui est bouché. Ouais. Ou, dernière solution, ou dernier problème, le tuyau d'évacuation qui monte. C'est-à-dire que votre unité, elle est là, mais le tuyau, il monte. L'eau ne monte pas naturellement. Et donc, il faut mettre une pompe à ce moment-là. Une petite pompe de relevage qu'on inclut à l'intérieur de l'unité intérieure. Mais sinon, on peut quand même enlever le petit tuyau et puis essayer de le déboucher, non? Compliqué, faut savoir. C'est un de ces trois problèmes-là, donc il faut diagnostiquer le problème. Et il vaut mieux donc appeler là. Alors dans les dépanneurs, il y a aussi des agréments, des qualifications. À partir du moment où on ne touche pas au circuit frigorifique, on peut prendre n'importe quel installateur. À partir du moment où il faut toucher à la ligne frigorifique, compresseur, évaporateur, détendeur, tout ça. Recours à un installateur possédant l'attestation de capacité. Obligatoire. C'est garanti combien de temps les clims? La garantie légale, 2 ans. 2 ans légales. Oui, c'est la garantie légale en France. Oui. C'est généralement des garanties pièces, c'est pas pièces manœuvre. Mais bon, une clim, ça dure entre 10 à 10-15 ans, quoi. On peut prendre des contrats de maintenance? Bien sûr. Donc C'est même fortement conseillé. Alors, ça coûte cher? Ça coûte combien un contrat de maintenance annuel? Alors, ça dépend de l'appareil. Oui, là, ça dépend. Mais oui, non, mais monosplit. Oui, monosplit, allez. Je conseille pas parce que bon, c'est un petit appareil. Multisplit, oui, là quand même, parce que on est vraiment sur un système de chauffage. C'est 500 € par an, non? Non, c'est 150 €. 150 €. Ça vaut pas le coup de s'en priver, même en monosplit. Si on veut, mais bon, c'est pas. Enfin, on ne traite qu'une pièce avec un monosplit. Dernière question, Emilio qui me demande, alors là je peux faire une émission, on a déjà traité, quelle est la différence entre un crédit d'impôt et une prime énergie? Ah là, très compliqué. Enfin, très compliqué, non. En quelques mots, le crédit d'impôt, c'est une disposition légale qui vous amène une forme de prime indirecte par le fait que vous pourrez déduire de votre revenu imposable le prix donc du matériel dans une limite. En général, c'est 30%. Actuellement, ça a été simplifié parce qu'à une époque, c'est une véritable usine à gaz. Maintenant, c'est 30%. Si c'est de l'isolation, c'est sur l'isolation, le produit d'isolation et la main-d'œuvre. Si c'est sur le reste, notamment sur du chauffage, pour la boîte, c'est 30% uniquement sur le matériel. La prime énergie, c'est un système qui est lié au certificat d'économie d'énergie. En clair, les entreprises qui
qui vous vendent du carburant ou vous vendent du produit du matériel de chauffage, enfin notamment du fioul ou du gaz ou de l'électricité, eh bien, sont conviés aimablement par le gouvernement à faire des efforts pour vous inciter à moins consommer d'énergie. Et là, donc, distribue des primes. Donc, des primes, c'est un petit peu surprenant parfois. On se demande pourquoi une grande surface alimentaire distribue une prime pour changer une chaudière. Mais c'est comme ça. Et si elle ne le fait pas, eh bien, elle se prendra, si c'est alimentaire, elle se prendra une prune, c'est bien connu. En tout cas, elle se prendra une amende, ou tout au moins, elle devra payer une somme importante. Donc, elle préfère encore vous faire profiter de cet argent, c'est très bien. Pensez-y, parce qu'on pense toujours au crédit d'impôt, mais on ne pense pas à la prime énergie. Laquelle prime énergie, d'ailleurs, les primes énergie, eh bien, sont aussi valables pour une résidence secondaire, alors que les crédits d'impôt sont réservés à votre résidence principale, à condition qu'elle ait été construite depuis plus de 2 ans. Eh bien, maintenant, je vais vous parler de la semaine prochaine. Semaine prochaine, on retrouvera le métier, on retrouvera les travaux avec Omniu, on retrouvera SOS Conso avec David Rodriguez et la CLCV, et on va se demander comment réussir une bonne rénovation. Alors, il va y avoir pour cela un salon à partir de vendredi, le salon de la rénovation qui est donc porte de Versailles à Paris, c'est le hall 5-2. Vous pourrez m'y retrouver parce que j'y serai pendant toute la durée du salon. Nous y avons un espace Réno Info Maison, et puis j'interviendrai aussi dans différentes conférences du salon. Eh bien, on verra comment choisir une entreprise, comment financer celle-ci, quelles sont les garanties. Et dans cette émission, nous aurons plusieurs invités, mais nous aurons notamment le patron du salon lui-même qui pourra nous en dire plus sur cette manifestation. Très bien, eh bien, je vous remercie de votre attention, comme on disait autrefois au journal télévisé avec Léon Zitrone. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission, en étant par votre présence sur le réseau social, donc notamment sur Facebook. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver toujours sur notre page Réno Info Maison, sur la page de l'émission Votre Maison RMC, et puis aussi sur la chaîne dédiée YouTube où vous pouvez revoir toutes les émissions. Je vous remercie. À la semaine prochaine.